Et je vais le mettre sur Facebook. Comme ça, je gérerai la page Facebook. Oh, Luciane, t'es là? Ça va? Je vous présenterai après. Ça prend un peu de temps de se connecter sur Facebook, mais c'est nécessaire. Impeccable. Super. Je pense que là, c'est bon. C'est bon, hein? Eh bien, voilà, on est sur Facebook, tout va bien. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, et merci d'être là avec nous aujourd'hui à cette 42e édition du Book Club de Femmes et Diversité. Femmes et Diversité est une association que j'ai fondée en novembre 2019 et qui porte la question de la diversité des femmes, de mettre en visibilité les femmes de la diversité et la diversité des femmes à travers l'image et les récits inspirants. Chaque mois, donc, depuis le premier confinement, à travers ce book club, à travers les rencontres littéraires, on donne la parole à une écrivaine qui nous inspire et avec qui nous allons passer une heure pour aborder une thématique en lien, direct ou indirect, avec la question des femmes. Nawal Babhamed, tu es sociologue et ancienne adjointe à la culture du 1er arrondissement de Lyon, auteur de Plaidoyer pour une culture réhumanisante aux éditions La Rumeur Libre. Tu explores la manière dont la culture peut être un outil pour réhumaniser nos sociétés face à la déshumanisation provoquée par des crises successives, économiques, sociales, politiques et autres. Tes travaux mettent en lumière l'urgence de replacer l'humain et le lien social au centre des préoccupations, en plaidant pour une approche où la culture devient un vecteur d'émancipation individuelle et collective. Merci beaucoup, Nawal, d'être avec nous aujourd'hui à la librairie Aswell. On remercie Rosa et son équipe de nous accueillir si généreusement. Comme à l'accoutumée, rapproche-toi un peu, comme à l'accoutumée, j'aime bien démarrer les interviews sur le contexte, dans quel contexte est né cet ouvrage. Et déjà, merci de m'accueillir et merci aux présents de porter de l'intérêt pour ce sujet-là et à la librairie Aswa de nous accueillir pour ce sujet-là qui vient aussi rejoindre les valeurs de cette librairie particulièrement. Alors, comment cette envie d'écrire s'est déclenchée? On a tous vécu le confinement, la crise sanitaire de 2020 et cette période de confinement qui nous a sidérés. Et dans cette sidération collective, il y a deux éléments marquants, en tout cas qui m'ont particulièrement sidérée dans cette sidération, dans cette mise en abîme de la sidération. C'est premièrement le discours du président à l'époque qui avait répété non moins de 7 fois pour nous annoncer ce confinement que nous étions en guerre. Donc, c'était pour moi un cadrage de la réalité qui était particulièrement choquant, puisque, à ma connaissance, nous n'étions pas en guerre. Donc, il y a eu un choix politique de nommer ce confinement guerre. Et pour moi, ce n'était pas une langue qui fourchait à ce moment-là. C'était répété 7 fois par des communicants qui écrivent des discours politiques qui sont hautement rémunérés pour le faire, hautement, soi-disant, qualifiés pour le faire. Donc, c'était un choix délibéré pour moi de nommer cette crise sanitaire guerre, dans un environnement médiatique qu'on sait de plus en plus complotiste, de plus en plus infox. Donc, ça a mobilisé une espèce de détresse en nous, et puis une espèce de peur, et forcément, de qui déclare la guerre, donc la recherche du bouc émissaire. Voilà, donc là, ça se passait, a priori, c'était en Chine que le virus avait apparu. Donc, on pourrait très facilement développer une vision complotiste vis-à-vis de la Chine, voire une vision raciste. Ça aurait pu apparaître en Russie, en Turquie, en une partie du monde, et ça aurait pu mobiliser aussi un certain cadrage et une certaine expression de la peur et du bouc émissaire. Et le deuxième point qui m'avait aussi choqué, moi qui suis issue professionnellement du milieu, et d'un point de vue militant aussi du milieu culturel dans le sens artistique du terme, et qu'on est dans un pays qui a 60 ans d'expérience en politique publique de la culture, avec un ministère de la Culture qui nous a
convaincus de l'intérêt de la culture pour façonner nos citoyennetés, qui ne trouvent pas comme meilleure idée finalement de confiner la culture en pleine crise. Alors que à ce moment-là, on a défini les besoins essentiels et non essentiels, et on a considéré que la culture n'était plus un besoin essentiel en pleine crise sanitaire et forcément sociale qui en découle. Et donc, ça m'a déclenché une grosse colère au démarrage. Et puis, cette envie irrépressible d'écrire, moi qui n'étais pas forcément, j'avais pas imaginé un jour écrire, en tout cas, je ne me sentais pas légitime à écrire un ouvrage, un essai, encore moins un article. Et du coup, c'est vrai que j'ai commencé à poser et rendre constructive cette colère-là. Petit à petit, ça a pris forme et ça a donné cet essai qui, pour moi, était plus un partage de réflexion qu'une réflexion aboutie en tant que telle. Voilà, donc c'était un peu l'élément déclencheur. Et comme je ne voulais pas juste râler dans mon coin et juste partager ma colère, je me suis posé la question de quoi faire de cette colère-là, comment la rendre constructive et partageable, et comment remobiliser finalement des personnes qui constatent comme moi après la sidération qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond et qui pourrait donner envie en tout cas de se rassembler et d'agir collectivement. Donc c'était un peu cet élément-là déclencheur de cette écriture-là. Et si j'ai encore un peu de temps pour prolonger peut-être cette réflexion-là, je me suis rendu compte aussi, après mon expérience dans le déploiement des politiques publiques de la culture, qu'il y avait un truc qui n'était pas opérant, qu'il y avait un truc qui ne marchait pas dans cette matrice des politiques publiques de la culture, déjà par son décret fondateur, qui est quand même issu d'une logique coloniale, oui. Voilà, qui n'était pas encore décolonisée ni dans l'imaginaire ni dans les faits à ce moment-là. Et de se dire aussi qu'il y a des équations qui ne marchent pas concrètement. Je prends deux exemples. Ceux qui nous dirigent se revendiquent d'une culture humaniste et pour autant, ils déploient des politiques publiques déshumanisantes. Je prends plein d'exemples sur les questions de santé, quand ils ne donnent pas les moyens au secteur de la santé pour agir, l'éducation, agir sur les questions notamment des égalités, la réduction des violences de genre, de classe sociale. La pauvreté s'aggrave en France. Voilà. Donc on produit des politiques publiques déshumanisantes tout en se revendiquant d'un bagage, d'un corpus humaniste, premièrement. Et deuxièmement, cette croyance qu'il suffit d'accéder au beau par l'art pour produire du beau, complètement faux, puisque les partisans de nazis s'extasiaient devant de belles œuvres d'art, tout en commettant ce qu'ils ont commis. Donc il y a deux équations qui ne marchaient pas. Et donc la question, c'est comment déconstruire ces équations-là et comment reconstruire quelque chose de plus opérant, de plus durable, de plus profond et de plus, voilà, finalement, humanisant. Qui fait nation, finalement. Qui fait nation. Comment transformer cette appartenance collective à un corpus humaniste en vraiment acte humanisant à travers notre système de vivre ensemble et donc nos politiques publiques. Bah, c'est bien parce que tu as répondu à la deuxième question, donc c'est parfait. Donc c'est vrai que la culture est souvent perçue comme un espace d'expression où les particularismes sont valorisés. Pourquoi est-ce que la culture est-elle si importante dans nos sociétés mondialisées? C'est vrai qu'aujourd'hui, tu vas à Madrid, à Rome, tu retrouves un Starbucks, McDo, etc. Enfin, tout est plus ou moins uniformisé. Quels sont, selon toi, les ingrédients indispensables à créer justement une culture réhumanisante, avoir une matrice culturelle qui remet l'humain au centre des considérations? Et quel type de récit peut-être manque au paysage culturel français aujourd'hui? Alors effectivement, déjà je pars d'un constat qu'on arrive à nommer plusieurs crises qui nous traversent, la crise économique, la crise écologique, la crise de l'habitat, la crise de la mobilité. Donc on arrive à nommer certaines crises, mais la crise de la culture, dans le sens, la crise d'un système de valeurs et de représentation, on ne le nomme pas, pourtant on est en plein dedans. Pour moi, concrètement aujourd'hui, vu le renoncement de beaucoup de citoyens, et ça se traduit notamment dans les urnes, on voit bien qu'il y a un renoncement collectif à faire société ensemble, parce qu'il y a certainement aussi un épuisement qui est dû aussi à la manière de solliciter notre attention, nos systèmes de valeurs et tout ça. Donc, effectivement, moi, je pense qu'il faut nommer les choses, et parmi les objets politiques à nommer, les réalités politiques à nommer, c'est la crise culturelle, c'est la crise du sens et du sensible.
Et donc, comment agir sur la crise du sens et du sensible, comment les conscientiser ensemble et comment y répondre ensemble, premièrement. Et deuxièmement, j'ai souhaité mobiliser une autre définition de la culture, qui n'est pas celle du ministère de la Culture, qui est celle de la déclaration de Fribourg de 2007, la déclaration des droits culturels, qui dit que la culture est un ensemble un ensemble de valeurs, de représentations, de croyances, de rapports aux institutions, de langues, de symboles, qui permettent à un individu seul ou dans un groupe d'exprimer son humanité et le sens qu'il donne à son développement. Donc, cette définition existe facilement, elle est accessible, y compris dans mon essai, donc vous pourrez la retrouver très facilement. Et donc, la question de qui constitue un système de valeurs, de croyances, de rapport aux institutions, de langue, de rapport à soi, de rapport au monde, qui définit ce système de valeurs, qui contribue à la construction et la réactualisation de ce système de valeurs, premièrement. Donc, c'est important de se poser la question de la démocratie dans tout ça et de la place de chacun dans la construction de ce système de valeurs commun qui nous fait vivre ensemble. Et deuxièmement, ce qui me semble particulièrement précieux dans cette définition, c'est que ça vient chercher l'humain et pas l'identité culturelle. Ça vient chercher l'humanité. Et moi, cette bascule-là me semble particulièrement intéressante d'un point de vue culturel, là où on nous bassine pendant des années sur la question de l'identité culturelle et la mise en rivalité des identités culturelles et l'instrumentalisation de ces identités culturelles à chaque échéance électorale. Et au nom de la diversité culturelle, parfois, voilà, on parle de diversité, mais on ne parle pas d'égalité dans cette diversité-là. Moi, je pense que la mobilisation de cette définition de la culture par le prisme des droits culturels, qui est finalement une émanation des droits humains, me semble particulièrement intéressante, féconde, généreuse et inclusive et universelle. Oui. Universelle, non pas sur l'universalisme, comme on peut l'entendre des fois, qui considère que le système de valeurs occidental est suprême aux autres, oui, et voilà, mais qui est universelle dans le sens de la condition humaine. Un être humain, quelle que soit sa situation dans le monde, est un être humain avec des besoins humains, d'un point de vue anthropologique, juste un humain. Il a des affects fondamentaux qui le bousculent, qui le régissent. Je vais les citer. Alors, je vais essayer pour être pédago en si peu de temps, je vais essayer de travailler un peu des triangulaires de mots, juste pour essayer de ranger un peu bien les choses, mais ça ne veut pas dire que ça se résume à ça, mais c'est vraiment pour essayer de résumer une idée. Et du coup, je m'arrête un peu sur cette idée de l'être humain. L'être humain, il est régi d'un point de vue anthropologique, si on rassemble certains corpus, je pense à René Girard, je pense à Bernard Lahire, je pense à d'autres. Donc, on est régi par 3 émotions fondamentales qui sont la peur, le désir mimétique et le besoin de reconnaissance. Cette triangulaire-là. Dans cette triangulaire-là, la peur, elle peut se traduire par le repli ou par la solidarité. Le désir mimétique, il peut se traduire par la transmission, le partage ou par la rivalité. Et le besoin de reconnaissance, il peut se traduire par l'inclusion ou l'exclusion. Et on pose un curseur entre ces diptyques-là. Et si on va chercher dans la peur, le repli, dans le désir mimétique, la rivalité et dans le besoin de reconnaissance, on a la recette pour fabriquer un bouc émissaire. Donc, voilà. Donc, on sait qu'on est pétri de ça. Donc, la question, et on est des humains, on a tous nos travers de pensée, on est tous, on a tous ça en nous. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment on transcende ce qui est au fond de nous et la manière dont on est biaisé. Il existe des outils pour le faire, notamment des choses plus grandes que nous, comme par exemple les droits humains, les droits de l'enfant, le droit international de l'ONU, qui ont leurs limites, certes, qui ne sont pas parfaits, mais qui en tout cas posent un cadre qui nous dépasse et qui dépasse nos instincts parfois basiques, humains, tout simplement, et qui permettent justement de répondre à nos faiblesses légitimes et humaines par quelque chose qui nous construit d'un point de vue sociétal. Et donc, voilà, c'est ça qui est intéressant pour moi aujourd'hui de questionner par l'humanisation. L'humanisation, c'est prendre conscience de comment on est fabriqué en tant qu'être humain et de qui on est semblable. Et je pense qu'on est tous semblables en humanité, en tout cas, c'est mon postulat de départ. Nous sommes tous semblables en humanité. Et comment on prend en compte nos affects pour en faire quelque chose de politiquement intéressant, sociétalement intéressant.
Donc voilà, c'est ça que je vais mobiliser dans l'humanisation. Mhm. Et avec cette question, qu'est-ce qui nous déshumanise? Si on se pose tous ensemble collectivement ce soir dans cette salle et on se dit qu'est-ce qui nous déshumanise, on peut faire une sacrée liste de ce qui nous déshumanise. Et la question derrière, qu'est-ce qui nous réhumanise? Et on peut commencer déjà à reconstruire, à reprendre en main un peu notre projet de société, notre projet de civilisation. Justement, alors quels sont selon toi les récits qui manquent justement à créer une culture plus réhumanisante en France, selon toi? Alors, il y a plusieurs récits qui manquent. Les récits du semblable, le semblable en humanité déjà, pour moi c'est la base. Et il y a aussi, on est biaisé par des récits qui sont scientifiquement faux, parce qu'on a la science a aussi sa part de responsabilité. Quand on a démontré scientifiquement qu'il y avait des races supérieures aux autres, des hommes supérieurs aux femmes, et on a établi, entre guillemets, des preuves scientifiques qui sont complètement fausses aujourd'hui, on le sait très bien. Et ces rapports scientifiques-là qui ont finalement avaient pour seul but de légitimer des rapports de domination et de violence, qui ont justifié notamment d'aller commettre des écocides, des génocides partout dans le monde. Je prends juste l'exemple de l'histoire de la découverte de l'Amérique, qui est quand même un sentiment de supériorité d'un groupe de dominants qui étaient en Europe et qui sont allés découvrir de nouvelles terres. Et en les découvrant, ils se sont juste accaparés ces nouvelles terres, les autochtones, et en s'accaparant leurs richesses et en allant légitimer ces actes-là, en questionnant si les Indiens avaient une âme ou pas, et pour découvrir finalement qu'ils n'avaient pas d'âme, donc c'était légitime de pouvoir les génocider. Voilà. Et je vous renvoie juste à ce livre Capital et race de Sylvie Laurent, qui est pour moi une mine d'or contemporaine pour prendre conscience finalement que nous sommes encore dans le logiciel de pensée de 1492 aujourd'hui. Nous ne sommes pas encore sortis de cette vision du monde, de l'homme blanc dominant, qui a la légitimité de s'accaparer le monde et de dominer le monde et de réduire à néant ceux qui ne sont pas semblables en humanité en justifiant de l'infériorité de race, de genre, de situation géographique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit quand même, en tout cas sur les réseaux, on voit qu'il y a beaucoup de dénonciations d'appropriation culturelle. Donc, les voix commencent à émerger pour dénoncer justement. Et voilà, exactement. Et donc, le logiciel qu'il faut travailler, c'est se dire le racisme aujourd'hui n'est pas juste un effet collatéral du capitalisme, c'est l'infrastructure du capitalisme. Et donc, ça, c'est important de changer le logiciel vis-à-vis de ça. Et puis, il y a un autre référentiel, et là, c'est Olivier Amand, un Lyonnais, qui en parle beaucoup, la troisième voie du vivant, qui nous rappelle que finalement, on a une conception du monde où les ressources humaines et les ressources du monde sont infinies, pensées comme infinies, et que dans ce monde infini, l'homme, l'animal et le végétal doivent être performants. Et c'est cette notion, c'est ces éléments-là qui nous ont fait conduire à une notion du progrès qui dévaste notre monde. Et qu'il faut changer le logiciel vis-à-vis de ça et se dire que finalement, on reprend conscience que notre monde est fini. Dans ce monde fini, on va plutôt aller chercher la résilience ou la robustesse de l'humain, de l'animal, du végétal, pour un monde plus durable, pour des écosystèmes réparés. Et donc, il y a plusieurs logiciels à changer. C'est un sacré chantier, mais c'est passionnant de l'ouvrir. Très intéressant. Est-ce qu'il y a des initiatives citoyennes qui t'inspirent particulièrement, dont tu aimerais nous parler? Alors, il y a énormément d'initiatives citoyennes et c'est ça qui est extrêmement beau à observer parce qu'on voit ce qui est catastrophique. Mais il y a aussi des mobilisations citoyennes au quotidien, parfois invisibles, qui sont assez incroyables. Je pense basiquement à l'éducation des parents de leurs enfants quand on a des parents féministes qui éduquent leurs enfants à des valeurs qui réduisent les rapports de domination et de violence. Donc ça, au quotidien, ça existe, et heureusement, il y a des librairies qui promeuvent ça. Il y a tous les militants d'un nouveau système plus écologique, un rapport plus écologique au monde plus... Moi, je pars du principe, par exemple, que on ne peut pas donner à la nature ce qu'on ne reçoit pas par la culture. On ne peut pas donner à la nature de la bienveillance, de la considération, du respect, de comprendre les fonctionnements du vivant, donc être dans une posture écologiste, si culturellement on ne travaille pas ces questions-là. Donc toute personne qui travaille ces passerelles-là, pour moi, ce sont des personnes inspirantes et il en existe énormément. Après, oui, il y a des personnes, enfin, je peux en citer plein, ceux qui travaillent sur les questions de parentalité, ceux qui travaillent sur les questions de féminisme.
c'est assez riche ce que tu fais, toi, à ton échelle aussi, pour promouvoir aussi des pensées qui participent à un monde meilleur, plus équitable, plus juste, plus riche, plus créatif, avec, quand tu fais la promotion aussi de certains artistes. Oui. Voilà, donc En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est vrai que pour parler de tout. le confinement a révélé le pire et le meilleur aussi. Parce que c'est vrai que moi, j'ai constaté, en tout cas là où j'habite, je connaissais pas du tout mes voisins. Et en fait, on s'est mis à cultiver la terre. Et franchement, bah voilà, agriculture, dans l'agriculture, il y a quand même culture. Et c'est vrai que ça a fait pousser les liens entre nous, ça nous a permis de mieux nous connaître, de nous faire confiance. Et puis, il y a aussi des petites initiatives citoyennes qui se sont mises en place, notamment pour aider les vieilles personnes qui ne pouvaient pas faire leurs courses. Eh bien, il y a des jeunes qui sont mobilisés pour aller faire le marché et leur amener à manger. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Après, il y a aussi eu le pire, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui se sont enfermées voilà, dans un repli sur soi. Donc, c'est vrai que ce point de départ, ce point de démarrage a été assez édifiant pour nous montrer qu'en fait, on pouvait soit céder à la peur et vivre ce repli sur soi, soit essayer d'en faire quelque chose en fait. Ça a été peut-être un wake-up call, Complètement. cet événement mondial. Exactement. Alors, moi, maintenant, j'aimerais parler de la place des femmes dans la culture. C'est vrai qu'à notre petit niveau, à Femmes et Diversité, on essaye de porter des récits de femmes invisibilisées et ou stigmatisées. Et je pars du principe que l'image et les récits inspirants sont fondateurs d'un nouveau paradigme. C'est-à-dire que c'est vrai que lorsqu'on a des clichés vis-à-vis d'une personne, c'est souvent que c'est inconscient. On ne fait pas exprès. C'est juste que dans notre inconscient collectif, on peut avoir une image un peu biaisée de telle personne ou de tel sujet. Et donc, à travers l'image, l'idée, c'est d'aller déloger les clichés inconscients. C'est pour ça que depuis 5 ans, voilà, on travaille sur un film documentaire, sur une collection de portraits de femmes inspirantes, mais aussi voilà, ce book club. Est-ce que selon toi, les femmes ont un rôle spécifique à jouer justement pour la transmission de cette culture réhumanisante? Est-ce qu'elles sont aussi plutôt intérêt à le faire dans leur intériorité, à la maison? Quel est le rôle de la femme justement pour articuler, aider à articuler une culture réhumanisante, une matrice culturelle réhumanisante? Question très intéressante. Moi, j'ai envie de la changer un tout petit peu au départ, mais revenir à cette question. J'ai envie de dire qu'est-ce que les hommes peuvent faire Oui, pour nourrir cette culture réhumanisante, parce que dans les faits, et là je vais citer Lucille Pétavin, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Le coût du virilisme, et qui nous dit que le virilisme, les comportements virilistes, machistes, sexistes, coûtent en France 100 milliards d'euros par an. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment elle a compté, comment elle a comptabilisé ce coût-là. Donc, c'est dans son livre, donc je vous invite à le découvrir. Ça coûte 100 milliards d'euros par an, le coût du comportement machiste, viriliste, sexiste pour notre société. Je fais un petit parallèle. Pour agir sur la pauvreté en France, il nous faut 7 milliards. Déjà. Donc, ça commence déjà à réduire les rapports de violence économique. Si on commence déjà à agir sur les comportements masculinistes, je ne dis pas le comportement des hommes, je précise, les comportements machistes, virilistes, sexistes. Donc, sur la question des violences faites aux femmes, sur la question des mœurs, sur la question des incivilités. Et encore, le compte n'est pas tout à fait exact. Je pense qu'il faudrait l'augmenter un peu plus parce qu'il y a plein d'actes qui ne sont pas comptabilisés dans ce chiffre-là, qui méritent d'être comptabilisés. Et donc, ça représente le milieu carcéral, il est peuplé à 96% par des hommes. Et pour des crimes, voilà, les accidents de la route, 86%, même plus, 89, je crois, des accidents routiers dont les auteurs, pas les victimes, les auteurs enfin, les coupables sont des hommes. Donc, c'est intéressant de mettre ça tout bout à bout et voir combien ça nous coûte et comment les hommes pourraient agir déjà pour recréer des rapports moins dominants, moins violents, donc plus réhumanisants. Et ensuite, sur les femmes, elles font déjà beaucoup la part du boulot parce que celles qui portent le plus les valeurs féministes sont quand même des femmes. Les hommes sont contributeurs, mais pas suffisamment. Donc, ça mériterait voilà, de les mobiliser un peu plus, voilà, qui se sentent un peu plus concernés par la cause féministe parce qu'elle profite à tout le monde. Là où le virilisme, le machisme, le masculinisme ne profite qu'aux hommes, le féminisme profite à tout le monde, à toute la société. Donc voilà, donc je pense que les femmes subissent déjà énormément. Donc la charge mentale et la charge émotionnelle et affective qu'elles ont à
à porter dans une société qui renvoie énormément de violence vis-à-vis des femmes, elles sont déjà beaucoup agissantes, ne serait-ce que par le fait qu'elles ne remplissent pas les prisons, qu'elles ne veulent pas, qu'elles ne tuent pas, qu'elles ne commettent pas des... Voilà, enfin, les féminicides, c'est quand même, voilà, c'est un acte assez parlant dans la société. Donc voilà, donc je pense que les femmes, elles font déjà bien leur part du boulot. On ne fait plus rien. Non, c'est pas On qu'on se fait plus repose. rien, mais on pourrait un peu plus compter sur la Oui, part des hommes qui je sont suis d'accord. convaincus par ce discours-là. Et ensuite, effectivement, il y a des femmes voilà, qui militent dans tous les coins du monde. Et j'ai ramené un autre livre. Alors moi, j'ai découvert le féminisme certainement grâce à des figures occidentales, françaises, mais aussi grâce à... J'ai pris la version arabe de Nawal Saadawi, qui est une féministe égyptienne incroyable. Et c'est grâce à elle que j'ai découvert le féminisme quand j'étais jeune, quand je vivais de l'autre côté de la Méditerranée. Et c'est des femmes incroyables qui militent en risquant leur vie. Enfin, c'est pas du militantisme de luxe, quelque part, entre guillemets. C'est des femmes voilà, qui peuvent mourir à n'importe quel moment parce que juste, elles prônent un discours égalitaire, juste, humaniste, humanisant. Voilà. Très bien. Eh bien, alors, est-ce qu'il y a un passage justement dans ton livre qui résumerait ta pensée? Oui, j'ai envie de dire la conclusion, Ouais. tout Est-ce bêtement. que tu veux nous lire un petit passage Euh, pour donner envie? Alors, peut-être pas, oui, enfin, peut-être le lire, mais juste renvoyer, parce que je renvoie aussi à des personnes qui m'ont beaucoup nourri intellectuellement dans ce processus d'écriture. Et je renvoie à un film de Nadine Labaki qui s'intitule Et maintenant, on va où? Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu ou pas. Donc, c'est une Libanaise qui a fait plein de films magnifiques, notamment Capharnaüm, qui a été primé. Et ce film qui s'appelle Caramel aussi. Et Caramel, voilà, qui s'intitule Et maintenant, on va où? Et qui raconte l'histoire de communautés, une chrétienne, une musulmane au fin fond du Liban, qui vivent plus ou moins en harmonie. Voilà, c'est un peu une comédie musicale très drôle, avec énormément d'humour. Et à un moment donné, donc il y a une rumeur qui éclate dans le village et ça met en feu, en flamme tout le village. Et les femmes décident de se mobiliser en inversant voilà, créant un peu une comédie un peu un subterfuge pour échanger entre les femmes chrétiennes et les femmes musulmanes et voilà, intervertir les rôles et pour faire en sorte que ces crimes s'arrêtent et pour planquer les armes de leur mari, de leur fils, de leurs frères. Et le film s'intitule Et maintenant on va où? Et pour moi, c'est une question horizon. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, maintenant qu'on fait ce constat atroce du monde, de système de domination pour différentes raisons, de systèmes de violence et des violences qui nourrissent des vengeances, c'est aussi ça que j'ai envie de dire, c'est que on vit dans un monde qui produit et qui agit avec des violences réelles ou des violences symboliques, donc institutionnelles. Et en face, forcément, il y a des réactions de vengeance réelles ou symboliques. Parce que quand on se sent supérieur, on a un complexe de supériorité et un sentiment de toute puissance, on écrase l'autre. Et quand on vit dans un monde où on a un sentiment d'infériorité et un sentiment d'impuissance, forcément, à un moment donné, ça éclate et on produit des vengeances. Donc la question, c'est comment on réduit d'un côté les violences et d'un côté les vengeances et comment, du coup, on se met en question horizon et maintenant on va où et qu'on dit stop, on arrête et on reconstruit un nouveau logiciel de pensée qui permet finalement de réinterroger, de prendre des nouvelles lunettes et de se dire quel est mon système de valeurs aujourd'hui, quel humain j'ai envie de finalement, voilà, je reviens à la question de la définition de la culture, quel être humain j'ai envie d'être dans ce monde. Comment je vais mobiliser mon humanité dans ce monde et pas mon genre, pas forcément que par le genre ou l'identité, ça doit être corrélé à l'humanité. Si on déconnecte les choses, on crée des bombes à retardement. La question, c'est comment on reconnecte, on replug, on rebranche dans une multiprise la question de l'humanisation avec la question du féminisme, avec la question de la réduction de la pauvreté, avec la question des coopérations internationales. Voilà, comment on rebranche tout ça et comment on veille à la continuité de nos actes. C'est pas juste poser un acte, mais comment on les inscrit dans un continuum pour vraiment être efficace et être sincère dans la démarche. Et systémique. Voilà. Ouais, avoir une approche globalisante. Du coup,
Du coup, il n'y a pas de passage en fait. Et donc, non, il y a, il y a Les livres, beaucoup de les livres choses, de mais Nadia, Nadine avec. j'ai pas, enfin, j'ai juste parlé de ça. Après, j'ai des citations. Hannah Arendt, on la connaît très bien. Ah oui, j'ai envie peut-être de citer, je parle à un moment donné, et c'est un peu, et on en est en plein dedans, mais je parle de ce que je considère qu'on est dans des mécanismes génocidaires aujourd'hui de notre humanité. Voilà, donc on parle de génocide dans les 4 coins du monde et Gaza est un exemple parlant aujourd'hui. Il y a une grande pensée à cette région du monde et des deux côtés parce que je pense que voilà que c'est important de poser une attention, une sensibilité sur les questions de génocide. Mais je m'appuie sur cette notion de qu'est-ce qu'un génocide pour montrer à quel point la manière dont on travestit des mots importants pour un système de valeurs humanisant, comme la question de la liberté, la question de l'égalité, sont aujourd'hui happés, accaparés par les puissants de ce monde. Hein. On voit bien avec ce qui se passe aux États-Unis, avec ce qui se passe en France, avec l'extrême droite, où ils se sont complètement accaparés la notion de liberté et liberté d'expression pour l'abolir au moment où ils seront au pouvoir. Et on sait très bien à quel point les conservateurs, les extrémistes, les fascistes s'accaparent des valeurs fondamentales de l'humanisation pour pouvoir les abolir dès qu'ils sont au pouvoir. Pour les vider de leur sens, parce que ça devient des éléments de Et ça, langage on l'a bien connu en Algérie avec la décennie noire et les fascistes islamistes qui ont pris le pouvoir au nom de la démocratie pour l'abolir ensuite. Donc, on a des exemples très frais dans l'histoire, pas très loin pour s'en inspirer et pour être suffisamment lucide pour ne pas laisser arriver ça en France aujourd'hui. Mais voilà, par exemple, si je dois citer un passage de Raphaël Lanquin qui dit « Le génocide repose sur la mise en œuvre d'un plan d'action coordonné destiné à détruire les fondements essentiels à la vie d'un groupe et à annihiler les groupes extérieurs à eux. Les objectifs sont excusez-moi, j'ai pas mes lunettes, de désintégrer les institutions politiques et sociales, la culture, la langue, le sentiment national, la religion, aboutissant à anéantir la dignité humaine. » Et donc, si on commence à prendre mot par mot ce qui se passe aujourd'hui, ben effectivement, on est en train de disloquer absolument tous les référentiels qui font qu'on peut avoir un socle de pensée commun et questionner, avoir un esprit critique là-dessus, et en train de tout transformer, tous les mots qu'on utilise communément, enfin, les vider de leur sens et les travestir. Et effectivement, ça pose question pour moi. Et je pense qu'on est en train voilà, de distiller de manière homéopathique des mécanismes génocidaires dans notre société par rapport à l'humain qui en est. Absolument. Avant de passer aux questions, je voulais savoir si tu as des projets qui sont en cours ou est-ce que tu es en train d'écrire un autre ouvrage à tout hasard. À tout hasard. Alors oui, j'ai un projet en tête qui n'est pas tout à fait mature, mais effectivement, c'est peut-être d'essayer à partir des ouvrages, donc Capital et race et l'empathie et politique de Samakaraki, qui est un ouvrage qui parle des systèmes économiques dans lesquels on vit les infrastructures de ce système économique qui date de 1492. Donc à un moment donné, il faut un peu renouveler les logiciels. Et Samakaraki, qui est neuroscientifique, et je pense que c'est un corpus manquant dans les politiques publiques. On ne mobilise pas suffisamment les neurosciences. Et pourtant, on sait à quel point les géants des algorithmes maîtrisent extrêmement bien les neurosciences et savent comment les utiliser contre nous. Le marketing, on voit bien les scandales internationaux, notamment la fabrique du consentement, les industries qui manipulent par ces outils-là nos consentements, nos besoins, la manière de nous transformer en consommateurs, la manière d'investir notre cerveau disponible. Donc, voilà, nos réactions pavloviennes. En fait. Voilà. Et donc tout ça, Samakaraki, dans l'empathie et politique, explique à quel point tout ce qu'on pense, à quel point il est important de repolitiser certaines notions, notamment l'action de l'empathie. Nos émotions doivent être repolitisées, que ce soit l'empathie, que ce soit la colère, que ce soit la honte. Et c'est important de repolitiser toutes ces notions-là pour reprendre des nouvelles lunettes et re-questionner nos conscients, nos inconscients,
et surtout travailler ensemble, se retrouver, se rassembler, parler ensemble, avoir la fièvre ensemble. Je dis souvent la fièvre est un signe de vitalité. Si on n'a pas de fièvre, le corps ne se défend pas et le corps meurt. Et là, le débat, la critique, la contradiction, c'est la fièvre de notre société. On en a besoin. Et donc, voilà, j'invite à ça et j'en parle un peu dans mon... Moi, j'ai bien aimé je ne sais pas si tu veux en parler, si tu veux, je te le lis ou alors je te donne mes lunettes. Mais j'ai trouvé Alors, il y a plein de petits graphes dans ton livre. Oui. Où, là, en l'occurrence, tu parles de la politique culturelle. Alors, effectivement, je dis que les enjeux visibles, donc je fais un peu un espèce d'iceberg avec la partie visible et la partie cachée. Avec Frida Kahlo. Avec Frida Kahlo, parce que ça m'a... c'est ma figure, voilà, c'est un peu beaucoup même. Et je dis que les enjeux visibles des politiques culturelles sont de soutenir la musique, le patrimoine, la littérature, les langues, les économies, voilà, les industries créatives, les événementiels, le design, plein de politiques publiques, mais en silo. Et que ce qui est attendu derrière, c'est peut-être, parfois oui, parfois non, mais travailler sur nos émotions, sur notre système de valeurs, sur nos croyances, nos éthiques, nos liens sociaux, nos rapports au temps, nos rapports à l'espace. Notre santé psychique, mentale, physique, nos parcours professionnels, nos besoins d'émancipation. Et que si on inversait, les deux parties de l'iceberg et on se souciait davantage de notre rapport au temps, notre rapport à l'espace, nos émotions, notre système de valeurs, et on mettrait en second plan les filières artistiques, comment elles peuvent y répondre, ça serait pour moi beaucoup plus intéressant parce qu'on mettrait là les outils artistiques comme outils de ces besoins anthropologiques de la culture et on redonnerait de l'épaisseur à la notion de culture. Là où on a étriqué le mot culture à art, et qu'effectivement, quand je parle de culture, tout de suite, c'est les œuvres d'art qui viennent en tête, alors que moi, je parle de culture dans le sens ce qui fait, ce qui permet d'imprimer le monde et d'exprimer le monde. C'est ce rapport-là de comment on s'imprègne de notre monde, comment on le reçoit et comment on le retraduit dans notre environnement de vie et dans du lien social pour faire société. Donc c'est la rencontre du monde intérieur avec le monde. Pour moi, voilà, une politique culturelle devrait se soucier de comment on nourrit notre monde intérieur et comment on nourrit notre monde extérieur, c'est-à-dire comment on se soucie de cette, encore une fois, équation, comment une émotion produit une décision qui produit un comportement. On sait que d'un point de vue cognitif, un processus émotionnel engendre un processus décisionnel qui engendre un processus comportemental. Et si on n'a pas ce cheminement-là, on ne peut pas comprendre ce qu'on fait ensemble. Et pour moi, les outils artistiques sont un des outils culturels et pas le seul outil culturel. Voilà, et puis si je reviens sur la question de la culture, et c'est en couverture de cet essai-là, et c'est quoi la culture? Quelque part, j'essaye de résumer aussi en schéma. La culture, pour moi, est une perception qui donne un sens critique, qui donne un mode de pensée, qui donne un comportement et qui produit des habitudes. Et quand on renouvelle sa culture, on renouvelle du coup sa perception des choses, son sens critique, son mode de perception, son comportement, et on régénère une nouvelle culture. Et la culture, c'est un colimaçon, quelque part. Et l'important, c'est peut-être de régénérer à chaque fois sa culture et reprendre des nouvelles lunettes pour se dire comment je peux faire évoluer mes perceptions, mon sens critique, mon comportement et mes habitudes. Et c'est comme ça qu'on progresse en tant qu'humain et qu'on fait civilisation. En tout cas. Voilà. Ça, tu t'es inspiré de Fibonacci oui, un petit peu. Oui, tout à fait. Très bien. C'est vrai que j'avais pas fait le lien. Super. Une écrivaine que tu trouves super inspirante, je crois que tu en as un peu parlé. Oui, voilà, j'en ai deux actuellement, mais j'en ai tellement. Tu m'avais envoyé une interview, enfin un débat hyper intéressant de Sama Karaki avec, je me souviens plus du nom de l'autre. De Sarah Salman. Ouais, voilà. Est-ce que tu veux nous en parler 2 minutes de Sama Karaki non, de ce débat. Alors oui, c'est un débat entre une vision complètement, une vision de Sarah Salman qui est avocate, qui se qualifie plutôt de libérale, on va dire, mais qui clairement a des lunettes qui font reposer comment dire, l'individu qui a une vision complètement méritocratique
de l'individu et une vision complètement individualiste, là où Samakaraki repose la question sur la question de la responsabilité collective de ce qu'on produit ensemble, et du coup, les deux partagent une vision radicalement différente du monde, une qui prône l'individualisme à outrance, et l'autre qui justement rappelle avec des outils des neurosciences à quel point on est tous interdépendants dans nos émotions, dans nos décisions, dans nos comportements, et qu'on ne peut pas résumer l'individu à son seul échec ou sa seule réussite. Et effectivement, à partir d'un discours, encore une fois, de notre cher président, qui dit, il y en a ceux qui réussissent, il y a ceux qui sont rien. Et à partir de là, bah, il y a cette confusion majeure et grave que Sama Karaki souligne entre ceux qui ne sont rien et ceux qui n'ont rien. Et ce glissement, encore une fois, sémantique du président. Il choisit. Hein. Voilà. Donc, ceux qui réussissent économiquement, c'est pas précisé, et ceux qui ne sont rien. S'ils ne réussissent pas économiquement, nous ne sommes pas des humains, nous ne sommes pas dignes d'humanité. Et jusqu'à, si on continue la réflexion, donc on est potentiellement déshumanisable. Et c'est dans des petites phrases comme ça, c'est dans les détails que se loge le diable, comme on dit. Et c'est important de prendre le temps de méditer certaines phrases comme ça, parce que ce type de discours légitime la déshumanisation. Et donc, j'appelle un acte de résistance, de dire comment être vigilant à tout mot, à tout acte, à toute pensée qui déshumanise et qui, du coup, réduit le semblable. Voilà, en termes de conclusion. C'est pas mal. Eh bien, on va laisser les questions du public. Est-ce qu'il y en a? Vous levez la main si vous voulez poser des questions. Soyez pas timide. Il n'y a pas de questions? Eh bien, écoute, je te laisse le mot de la fin, du coup. C'est sûr, il n'y a aucune question là? Si, il y en a. Que quelqu'un démarre et puis oui. Allez, Maud. Je voulais savoir concrètement, au niveau de la culture, comment ça se concrétisait justement cette réhumanisation. Est-ce que c'est des artistes qui vont à la rencontre des populations? Est-ce que vous avez une idée un peu? Oui, alors il y a plein d'artistes qui sont soucieux de cette manière de reconsidérer en tout cas l'offre culturelle, la proposition artistique, qui sont dans des considérations d'accueillir le regard de l'autre, de légitimer la culture de l'autre, d'utiliser des outils. Donc il y a des outils, des droits culturels, ça existe, il y a plusieurs outils qui sont développés. Les outils de l'interculturalité, de dire il n'y a pas de ceux qui savent ce que c'est que le beau et ceux qui ne savent pas ce qui est beau, ce qui n'est pas beau. Et donc, il y a d'accueillir les référentiels culturels des autres, y compris dans leur langue d'origine parfois, parce qu'on est un pays cosmopolite, multiculturel. Et il y a des artistes qui, justement, ont pleinement pris conscience de la culture assimilationniste de la France, parce que c'est quand même un précepte du ministère de la Culture, donc l'assimilation, voilà, et y compris quand on parle d'identité culturelle. Et donc, il y a des artistes qui résistent et justement, ils pratiquent davantage la culture par le prisme des droits humains, des droits culturels et de l'interculturalité. Et Lyon est riche de ce type d'artistes aussi, donc il y a aussi des résistances dans tous les secteurs, y compris dans les secteurs artistiques. Je ne sais pas si j'ai été claire dans ma réponse, mais voilà. Oui, moi je rejoins totalement ce que tu dis, dans le sens où j'estime effectivement que la culture est un véritable levier, essentiellement lorsque on n'a pas forcément les moyens de nous exprimer classiquement. C'est-à-dire que l'art et la culture en général ouvrent d'autres prismes d'expression, d'échange. Je donne comme exemple, par exemple, moi j'ai eu un lieu d'art, lieu de vie, je l'ai pensé comme ça, lieu d'art, lieu de vie, où on exposait des artistes avec des grandes références qui avaient l'intelligence de proposer différents degrés de lecture, et on proposait de la médiation. Donc la médiation, ça fait aussi partie de quelque chose qui peut faire passerelle entre ceux qui ont les références et ceux qui ne les ont pas. Et moi, je tenais absolument dans mes espaces
à accueillir tout le monde. Moi, j'étais à Alger, y compris la maman avec les 5 enfants, et que les 5 enfants n'avaient, ni la maman ni les 5 enfants n'avaient de référence en termes d'art et de culture. Et mon ambition première était de dire, je veux bien qu'ils viennent chez moi pour leur apprendre des choses. Eh bien, j'ai appris des choses de ces gamins notamment, parce que n'ayant pas les références, eux voient des choses que nous ne voyons plus, y compris dans les œuvres d'artistes. C'est-à-dire qu'ils ont un... alors, déjà par l'âge et le fait d'être plus petit, on regarde différemment les choses, mais on est sensible quand on n'est pas encore formaté, enfin, c'est bien de s'instruire, mais quand on n'est pas formaté, on arrive encore à voir d'autres choses. Donc, vraiment, libérer l'art et la culture aujourd'hui, tu l'as dit au départ, c'est vraiment, pendant la pandémie, ne pas avoir conscience que c'est essentiel. Et l'art premium, élitiste, tout ça, oui, c'est très bien, moi je suis pour, mais aussi des choses aussi simples. Alors, je ne sais pas que je réduise la chose, mais dans un festival, par exemple, quand on met de la musique et qu'on est de différentes nationalités, qu'on ne comprend même pas les paroles. Moi, je suis sûre que j'en fais partie. Ou encore, il bouge tout seul, il ne me demande pas la permission, en fait. On réagit au son. Quand on est invité quelque part et qu'on mange, on est à table et qu'on mange quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de manger, ben on échange quelque chose, on réhumanise. C'est une invitation à l'autre. Et la culture, c'est aussi ça. C'est l'essence. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on écoute? On s'émerveille, on se Comment surprend. s'émerveille? Voilà, l'émerveillement. Il faut revenir à ça. Moi, je paraphrase aussi Simone de Beauvoir qui dit on n'est pas femme, on le devient. Moi, j'ai tendance à dire on est créatif, mais on le dédevient parce que la société nous empêche de rester créatif. Et justement, un des actes de la rémunération, c'est la capacité à continuer à être créatif, à cultiver notre créativité et notre émerveillement au quotidien. Et ça, pour moi, c'est aussi un ingrédient phare, majeur. On est capable de créativité au quotidien, mais la société, en tout cas les modes de vie, nous étriquent. Et ça, c'est aussi une dérive qui déshumanise effectivement nos capacités, nos capacités humaines. Et prête à penser. Voilà, exactement. J'ai l'impression quand même que dans la réhumanisation, il y a cette notion de décloisonner, c'est-à-dire d'être plutôt, d'avoir une approche transversale plutôt que pyramidale. Complètement. Verticale. Et là, je vais peut-être mobiliser un peu plus mon métier de sociologue, où effectivement, quand j'essaie d'expliquer à mon fils ce qu'est mon métier, il me pose des questions, c'est de simplifier, parce que des fois, c'est compliqué de parler à hauteur d'enfant. Je dis, mon métier, c'est d'essayer de comprendre sans juger. Et je pense qu'on a tous cette capacité, en tout cas, on devrait tous mobiliser cette capacité à comprendre, essayer de comprendre sans juger. Parce qu'on a toujours à apprendre de l'autre. Si on commence par le jugement, par un rapport de supériorité et un rapport de condescendance et de domination, ça nourrit rien du tout. Au contraire, ça rend stérile humainement, ça rend stérile l'âme. Et donc, c'est important de cultiver ça. Et pour reprendre un peu par rapport à ton lieu, Hania, pareil, je me dis souvent, il n'y a pas l'art d'un côté et la vie de l'autre. L'art est un moyen de comprendre et d'exercer la vie. Et si je me le mets à l'échelle de la culture, il n'y a pas la culture d'un côté et la vie de l'autre. La culture est un moyen de comprendre et d'exercer la vie. Ouais. Pour rejoindre ce qui te faisait peur au départ dans le discours du président, moi je sais que pendant des années, moi j'ai une pratique ultra colorée, féministe. Et pourtant, je dis tout. Alors les gens me disent, oh, c'est mignon, c'est une femme. Oh, c'est chouette, ça donne de la joie. Et moi, je donne des pistes en disant, attention, la couleur est un cheval de Troie. En fait, l'idée, c'est que je propose des choses, je ne suis pas la seule à proposer des choses comme ça pour qu'on y aille. Enfin, c'est une invitation. Mais en fait, l'art et la culture sont vraiment aujourd'hui, sont les échappatoires à ce qui est déjà formaté, pré-réfléchi, ne serait-ce que je sais pas, aujourd'hui on est sur les réseaux sociaux, si on parle plus de 3 secondes, on saoule tout le monde parce qu'il y a un format d'écoute qui est réduit, les gens parlent de concepts, mais en fait ils connaissent juste le titre et on approfondit moins et on a besoin de reprendre ce temps-là et les chemins de traverse et les erreurs en fait. On a l'impression qu'il faut être, ce que je disais, performant, parfait. Les chemins de traverse aussi sont. Et donc, dans la crise du sens et du sensible, on a besoin des outils du sensible pour retrouver du sens. Et les outils du sensible sont aussi artistiques, effectivement, et culinaires.
Merci. Bonsoir. Moi, je voulais pas poser une question à Noël, mais juste d'avoir un remerciement donc, d'avoir organisé cette soirée pour parler des questions d'humanisation de la culture. Moi, je voulais te remercier d'avoir posé la question de l'humanisation au sens large. Très pertinent d'avoir d'être parti de l'expérience du Covid. Parce que moi, ça fait résonance avec ce que j'ai personnellement vécu. Enfin, je pense qu'on pourrait partager, peut-être, je ne sais pas. Moi, ce que j'ai retenu du Covid, en fait, c'est l'impossibilité de vivre sans la présence. Oui. C'est ce que j'ai retenu. Personnellement, j'ai retenu que ça. Parce que le Covid, moi, je suis élu. Alors, à ce moment-là, il fallait se réunir avec les visios et tout. J'étais très mal parce que je ne voyais pas les gens, je ne sentais pas très bien. On ne voyait pas la présence des gens. On ne pouvait pas réagir. On était devant quelque chose, devant un écran technique. Et personnellement, je l'ai très mal vécu. Je l'ai très mal vécu. Je n'ai pas eu le temps de me former. Je ne savais pas comment intervenir, comment fermer, comment rajouter tout ça. Et j'ai vécu le fait de ne pas avoir pu voir mes enfants pendant plusieurs mois. Et j'ai trouvé que c'était la chose la plus difficile. Donc moi, je retiens la présence. Et je trouve que dans le terme d'humanisation, parce que l'humanisation ne peut pas se faire sans présence, ce n'est pas possible. L'humanisation peut être présente dans le même espace. Sinon, ça ne marche pas. Donc, je te remercie d'avoir posé la question, d'être parti de ce point de vue, parce que ce n'est pas rien d'être parti là-dessus. Et puis surtout, moi, je suis en écho, donc on discute, on a eu l'occasion de discuter avec Noël dans d'autres groupes de travail. Moi, ce que je trouve intéressant sur l'enjeu de l'humanisation, c'est en fait un peu de déconstruire ce qu'on nous endoctrine dans le crâne du matin au soir. Oui. Qu'est-ce qu'on nous dit du matin au soir? Il y a des cultures plus riches que d'autres, qu'il y a des gens plus intelligents que d'autres, qu'il y a des gens plus compétitifs que d'autres, etc., etc. Et tout ça est toujours indexé sur la notion de valeur. Oui, il y a donc des on peuples, vaut toujours il y a plus des que d'autres. peuples plus civilisés, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Et donc, bravo d'avoir amené ça donc, à l'échelle de l'humanisation. Semblable. Parce que finalement, ça nous permet un peu de mieux se parler dans le monde aussi numérique, parce que on croit qu'en fait, on discute, je sais pas, ça a été dit tout à l'heure, on discute avec les gens, mais en fait, non. En fait, on a tous plein de messages et tout. En fait, on n'est pas avec les gens, c'est pas vrai, on est avec notre écran. Donc, je ne sais pas quel est l'impact psychologique dans nos têtes sur ces questions-là. Et du coup, bravo d'avoir posé cette question-là au centre de ton sujet. Donc, merci, il faut continuer. Oui, merci. Je crois que là, il y a une question de Sophia. Ne crains-tu pas qu'il soit réduit à communautaire un spectacle, par exemple, qui serait en langue étrangère? Comment justement ne pas faire en sorte qu'une œuvre ou un événement artistique ayant pour but d'inviter le sensible à travers d'autres prismes culturels ne soit pas affilié de communautaire dans des quartiers populaires, par exemple? Alors, j'ai été confrontée à cette question-là, notamment quand j'étais programmatrice de théâtre. Et effectivement, je me suis posé la question jusqu'à quel point répondre à un besoin d'une communauté sur un territoire sans tomber dans les clichés et la facilité de la diversité culturelle. Et j'ai envie de dire qu'il y a deux démarches différentes. Il y a une démarche de nourrir du folklore, qui pourquoi pas, hein, enfin, ça a une raison d'être, mais le faire consciemment, de promouvoir une culture qui est plutôt de l'ordre du passé, qui est, en tout cas, qui est inscrit dans un espèce de cliché un peu culturaliste, parfois essentialiste, et qui n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, parfois, il y a des choix de ce type-là. J'essaie d'être vigilante parce que le folklore n'est pas forcément culturaliste ou essentialiste. Ça dépend dans quelle démarche on le propose. Ou alors, on peut proposer une œuvre issue du Maghreb ou de l'Afrique, mais qui pose des questions contemporaines, universelles, de ce que vit un être humain en Afrique aujourd'hui, en 2024-2025, et qui donne à voir des questions humaines et universelles, et qui justement nourrit cette question de semblable. Qui peuvent être dans la langue d'origine de telle ou telle communauté.
Et j'ai envie de dire qu'on ne se pose pas la question quand c'est en anglais ou en allemand ou en espagnol. On se pose la question quand c'est en wolof, quand c'est en dialectal marocain, en berbère ou en indien. Donc, c'est aussi ça qu'il faut se poser comme question, parce qu'il y a un cadrage derrière. C'est-à-dire que si on propose, et moi j'ai été victime aussi de ça dans la mairie ou dans voilà, dans la collectivité où je bossais, où il y a un maire de droite extrême qui avait pris les rênes de cette ville-là et qui considérait que en programmant des œuvres étrangères du côté du sud et pas du côté du nord, c'était victimaire. Or, j'avais programmé un jazzman célèbre qui s'appelle Mohamed Abou Zekri, qui est égyptien, qui fait des scènes avec Randy Waston. Voilà, il n'avait rien de communautaire, juste parce qu'il s'appelait Mohamed Abou Zekri, juste parce qu'il faisait du jazz un peu orientalisant. C'était forcément stigmatisé. Donc, à un moment donné, se poser la question aussi, quelle est la finalité de ce type de programmation quand on s'adresse à une communauté maghrébine ou africaine ou indienne ou maori? Et comment on se positionne quand c'est plutôt du côté américain ou du côté anglais ou italien, et comment on se positionne. Voilà. Donc, il y a aussi, à un moment donné, où est-ce qu'on pose notre curseur d'accueil de cette offre-là et dans quelle finalité? Après, je pense que c'est un fait qu'on est totalement envahi par la culture anglo-saxonne, Oui, américaine en oui, particulier, je trouve. et aussi maghrébine Donc, on n'a pas par l'histoire malheureusement coloniale, mais du coup qui peut être aussi une richesse culturelle. Et voilà, à un moment donné, c'est aussi intéressant de se dire, en fait, c'est pas l'acte en tant que tel, c'est dans quoi ça s'inscrit, dans quel projet ça s'inscrit et dans quelle connexion ça s'inscrit. Et c'est là où c'est intéressant. Et quand on juge ce type d'offre artistique, selon quels critères on la juge? Absolument. Oui, juste une remarque et une question. Une remarque par rapport à l'humanisation et à la présence aussi dont parlait monsieur. Je crois que c'est une question qui résonne fort par rapport au développement et à la place de l'intelligence artificielle actuellement. Et je crois que c'est effectivement une question forte. Et puis j'ai une question. Par moment, on a l'impression d'un positionnement plutôt optimiste, le fait de faire des propositions, pas d'un positionnement optimiste. Et puis, à t'entendre parfois, on a l'impression d'une vision plutôt pessimiste. Alors, finalement, quelle serait ta position au final par rapport à cette question? Alors, pour répondre à la question des IA dans notre société, moi je pars du principe qu'il ne faut pas tourner le dos aux technologies et aux innovations technologiques qui sont importantes. Voilà, à un moment donné, on a inventé le train et les gens étaient persuadés qu'en prenant le train, on allait laisser nos âmes derrière. Donc, pour dire, si on prend du recul sur d'autres innovations, voilà, c'est normal et humain que ça soit inquiétant. Après, j'ai envie de dire que les IA, c'est un outil comme un autre. Un outil, tout dépend de ce qu'on veut en faire. On peut en faire un outil de vivre ensemble, de démocratie, d'accès facilité aux archives du monde. J'ai envie plus de parler de patrimoine, plutôt que de parler de patrimoine culturel, j'ai envie de parler d'archives du monde et de créativité dans le monde. Ou alors on peut faire un outil d'instrument, enfin de propagande, de verrouillage, de détournement d'un Fox, de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et on voit bien que, premièrement, ça fait prendre conscience qu'on a laissé faire le privé, qui régit nos vies et sans avoir pris vraiment à bras le corps cette question du regard des politiques publiques sur ce que produisent les IA et les réseaux sociaux dans nos vies, alors que c'est des espaces publics comme les autres, c'est juste des espaces publics virtuels. Donc on a des lois qui régissent les espaces publics réels. Je ne vois pas au nom de quoi on n'aurait pas des lois qui régissent les espaces publics virtuels. Donc ça, c'est une vraie question qui est plutôt de l'ordre des choix politiques que de l'ordre de la technologie elle-même. Donc, oui, les IA, oui, Internet. Aujourd'hui, on se pose plus la question d'aller sur Internet, d'avoir des réseaux sociaux. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait, pour quelle finalité, dans quelle envie pour nos liens sociaux, pour notre humanité. Et deuxième question, j'ai envie de dire qu'on sait bien que les questions de violence et les rapports de domination, c'est un fait culturel.
ce n'est pas biologique, c'est-à-dire c'est faux. On nous a appris que la nature était basée sur la loi du plus fort. Aujourd'hui, les sciences nous démontrent que la loi et la durabilité des espèces vivantes, elle est basée sur la coopération, la solidarité et en aucun cas sur les rapports de domination. Heureusement que les sciences progressent aussi là-dessus. Mais ça servait à un intérêt politique de bien dire sûr. ça, de tenir ce propos. Et donc, on est baigné par des documentaires animaliers qui nous montrent que le plus fort mange le plus faible et que pour être fort, il faut manger beaucoup de viande, alors qu'on voit bien que les éléphants, les girafes sont très musclés alors qu'ils mangent que des végétaux. Voilà, toutes ces questions-là nous démontrent que finalement, la conception qu'on a du monde, c'est une conception culturelle, c'est une représentation, un système de croyances, un système de valeurs. Et que si on arrive à les construire, on arrive à les déconstruire. Et j'ai envie de citer Mandela à ce moment-là, qui dit on ne naît pas en haïssant l'autre pour sa couleur de peau, son origine, son appartenance de genre. Et si on arrive à apprendre à haïr, c'est qu'on peut arriver à apprendre à aimer. Parce que l'amour est peut-être plus naturel, quelque part, si on peut parler de nature, je ne vais peut-être pas aller sur ce terrain-là, mais en tout cas, on est capable d'aimer. Et si on fabrique la haine, on peut fabriquer l'amour, la solidarité. Et c'est quand même un message plutôt optimiste dans le sens où je crois en l'action collective et je crois en l'humain pour changer ces systèmes de valeurs et de représentation parce que c'est une fabrication collective. La violence n'est pas un fait naturel. La violence est une construction politique, est un choix politique. J'ai l'impression que c'est le mot de la fin. À moins qu'il y ait une remarque, une question. Non, je voulais juste revenir sur ce qui était dit avant par rapport au fait de la culture, justement, maghrébine ou anglo-saxonne qui viennent dans les quartiers ou autres pour. Donc en 1998, c'est Guy Darnay qui crée la Biennale de la danse, le défilé. Du coup, l'idée, c'était des artistes qui vont dans les quartiers. Chorégraphes, donc pour permettre aux familles, aux enfants de participer à un festival. Le défilé a plus de 25 ans, c'est un défilé bobo. C'est plus des jeunes femmes qui se disent cette année, je ne paye pas ma danse et je viens danser, puisque j'ai été à plusieurs années chorégraphe de ce défilé. Et pendant ce défilé, on offre une place aux familles. Et le premier spectacle qu'on nous a donné à voir quand j'étais chorégraphe, c'était un spectacle de Maggie Marin, très bien, pour amener les femmes, justement parce qu'il y avait beaucoup de femmes, d'aller voir d'autres spectacles, justement, plus orientales, hip-hop, ou des choses comme ça, des cultures urbaines. Et donc c'est Maggie Marin, et le spectacle, c'est des danseurs tout nus. Donc, ouvrir à la culture, mais comment l'ouvrir? Comment moi, je les emmène à l'opéra, les familles, je les emmène, donc ils sont habillés, ils sont en tutu, il n'y a pas de problème et tout. Mais en fait, ils ont voulu, il y a des fois, ils veulent tellement passer outre certaines choses qu'ils en oublient qu'il y a plein de gens de la société. Moi, personnellement, je suis danseuse, ça ne m'intéresse pas du tout faire des danseurs. J'ai pas envie, en fait. Pourtant, je suis ouverte d'esprit, je suis allée dans plein de pays. Et du coup, ces passerelles, encore aujourd'hui, elles existent encore. Oui. Et elles sont mal faites. Tout à fait. Alors, autant l'acte de proposer, d'enlever des barrières à l'accès à des spectacles est intéressant, autant il manque des étapes, et c'est pour ça que les outils du droit culturel sont intéressants, c'est de se dire à quel moment on propose à ces personnes de choisir dans un catalogue leur spectacle en pleine conscience et de leur permettre de prendre part à la biennale et de recevoir sa part pour être à l'aise aussi dans le choix et de donner sa part, c'est-à-dire d'accueillir, de créer les conditions pour accueillir généreusement ce qui est proposé. Donc, je retravaille cette idée de triptyque. C'est aussi parce que c'est un enjeu de démocratie. C'est aussi par les leviers de la démocratie qu'on peut remobiliser aussi des choses. C'est la démocratie, ça repose sur 3 piliers fondamentaux. C'est prendre part, recevoir sa part et donner sa part. Et c'est ce qui fait un système démocratique dans lequel on peut arbitrer des contradictions, d'accord, pas d'accord. Mais par contre, ça se fait dans la transparence et ça se fait dans le choix. Et effectivement, autant c'est l'acte de proposer des places gratuites est noble et intéressant dans un processus de médiation culturelle, autant ne pas donner le choix. Et je l'ai vécu aussi, encore une fois, à Pierre-Bénite, quand on propose le Festival Lumière
et qu'on propose du cinéma extrêmement difficile d'accès de prime abord et sans travail de médiation culturelle, en fait, on renvoie juste à une autre violence, c'est de ne pas avoir les clés d'accès à cette œuvre d'art-là. Donc, voilà, c'est un acte qui se veut généreux, mais qui finalement dédouble la violence. Et donc, c'est comment on réduit ces mécanismes de violence-là. Et ça, c'est toutes ces questions-là que se posent beaucoup d'artistes, beaucoup d'intervenants artistiques, beaucoup de médiateurs culturels. C'est comment, en voulant, en guillemets paternaliste parfois, on dédouble, on triple des actes de violence. Là, on pourrait faire un petit peu mieux. Et c'est tous les outils des droits culturels qui permettent de réfléchir ces espaces-là et les outils d'interculturalité aussi. Donc, on est outillé, les outils existent. La question, c'est comment on apprend à mieux les connaître, à mieux les mobiliser et à veiller à ne pas faire des glissements. Oui, comment on le fait avec sensibilité. Et comment on le fait avec intelligence situationnelle. L'intelligence situationnelle, dans le processus de partage et de réduction des rapports de violence, est important. Et donc, c'est ce que tu soulignes, c'est l'intelligence situationnelle qui est une question très pertinente. Iciane? Je m'interroge sur, vous parlez de l'accès à la culture, et d'un point de vue aussi géographique. Dans les campagnes, aujourd'hui, on a très peu d'accès à la culture, donc la question n'est même pas de la diversité de ce qui est proposé, c'est juste qu'il y a très peu de choses qui sont proposées. Et c'est aussi des endroits où l'extrême droite est super forte. Et du coup, la culture, elle dépend des politiques publiques. Enfin, c'est un cercle vicieux. Et en toute honnêteté, je ne sais pas comment casser ce cercle-là. Parce que du coup, les élus qui pourraient proposer quelque chose ne vont pas le faire politiquement. Et du coup, les gens n'y ont pas accès. Et du coup, ils ne savent pas qu'ils n'y ont pas accès. Enfin, c'est un serpent qui se prend la queue. Et d'un côté, les villes ont accès à ça. Mais du coup, c'est des gens qui sont déjà sensibilisés à ces questions-là. Et de l'autre, les personnes qui pourraient avoir besoin d'être sensibilisées, ils n'y ont pas accès. Enfin, je suis complètement d'accord. Et il y a des constats, c'est des endroits comme ça où précisément les leviers d'action sont compliqués. En même temps, j'ai envie de dire, là, on a des espaces numériques quelque part qui sont pas suffisants, mais qui y ont une certaine utilité pour se réapproprier des cercles, en tout cas des espaces numériques fiables, en tout cas des partages, des réseaux sociaux qui peuvent un peu permettre de partager des choses. On a aujourd'hui les arts hybrides et numériques qui peuvent aussi investir. Voilà, on a les microfolies. Enfin, il y a des dispositifs qui existent aussi. Et on a ces 100 milliards de coûts du virilisme, du machisme, du sexisme dans notre société sur lesquels il faut agir pour récupérer de l'argent et aller agir là où il faut agir, effectivement. Il n'y a pas de recette miracle. Moi, je dis, voilà, il n'y a pas de recette miracle. Il y a juste, à un moment donné, c'est comment on prend petit bout on avance petit pas par petit pas, malheureusement. Et à défaut des espaces réels, parce que c'est quand même ça qui est idéal, à défaut des espaces réels de partage et de dialogue et de contradiction et de fight qui font la démocratie, qui font le vivre ensemble, c'est comment s'emparer des espaces pas coûteux, virtuels et organiser aussi des espaces publics virtuels dignes de nos valeurs qu'on a envie de partager. Justement, là, Sophia parle d'un bon exemple avec le spectacle Lema, avec Souhed Asla et des chanteuses et musiciennes Gnawa, accompagnées au piano par le talentueux Omar Sosa. Donc, je crois qu'il est cubain, il me semble. Il y a un percussionniste vénézuélien, salle comble dans la grande salle de l'Opéra Lyon. Donc, où on croise finalement la culture Gnawa avec la latino-américaine, etc. Donc, ça peut marcher. Jusqu'après, à un moment donné, il faut avoir le courage aussi de créer des passerelles. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Eh bien, je te laisse le mot de la fin avant de procéder. Tu veux dire quelque chose? Bien sûr. C'est un droit légitime. Alors, du coup, je vais donner indirectement le mot de la fin. Je vais donner indirectement le mot de la fin par un message interposé à mon fils Noah qui un jour Bien sûr. Qui un jour du haut de 6 ans m'avait posé une colle un soir. Il me dit: maman, tu sais quel est l'organe le plus puissant du corps? Je commence à réfléchir, je sais pas, le cœur, les poumons, les bras, les jambes. Non, c'est l'imagination. C'est parce qu'avec l'imagination, on peut sortir de notre corps. C'est magnifique. Et voilà, je donne les mots de la fin parce que j'ai trouvé ça très beau en termes déjà d'imagination et en termes de puissance de l'imagination pour imaginer un monde meilleur et réhumanisant. Donc, place à l'imagination. Et nos enfants nous éduquent. Ce sont nos maîtres. Hein. D'ailleurs, tu sais, tu ne viens pas par hasard parce que tu vas tirer au sort
parce qu'on va offrir un livre, le livre de ta maman, à une personne. Tu vois, on n'a pas beaucoup d'adhérents. Il ne nous en reste pas beaucoup, hein. Regardez ça, famille diversité. Bon, et ben tu tires au sort celui que tu veux. Celui-ci, allez hop, on va le lire. Non, pas lui. Il n'est pas là, parce qu'il n'est pas là. Ah non, parce qu'il n'est plus là. Ah, oui, explique, parce que sinon ça fait bizarre. Ouais, non mais c'est même pas drôle en plus. Et oui, je sais pas. Ouais. Aurélie Roda-Bocuse. Et ben voilà, le livre de Nawel est pour toi. Donc je te l'enverrai à l'occasion, elle est à Paris. Donc ce livre est pour toi. Merci beaucoup. Donc je remercie au passage toutes les personnes qui sont adhérentes, qui ont renouvelé. Il n'y en a pas assez. Faut que je fasse une campagne de communication à ce sujet. Car c'est grâce à vous qu'on arrive à acheter les livres et qu'on arrive à mobiliser un peu de monde. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le 23 février avec Arwa Bendia, qui est une poétesse tunisienne qui va venir aborder les 4 et 1 saisons de la vie à travers son recueil de poésie. Donc cet échange se fera sur Zoom et sur Facebook Live et on va pas procéder au temps de dédicace avec Nawel et donner la parole à Maud dans un instant. Merci à tous et à bientôt.